suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité de ce 7 août. Souvenons-nous de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, l'importance du premier président de la Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'indépendance et son impact aujourd'hui dans le pays. Et si on la croyait en baisse, la maladie de coronavirus Covid-19 connaît une forte augmentation des cas à l'échelle mondiale, y compris aux Jeux Olympiques de Paris. Et nous terminerons justement avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlétisme a propulsé les États-Unis d'Amérique en tête du tableau des médailles. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité qui met un point d'honneur sur le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en ce 7 août. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a été déterminant dans l'obtention de l'indépendance du pays en 1960. Son héritage perdure aujourd'hui à travers son impact sur la stabilité politique et le développement économique du pays. Découvrez dans ce sujet de la rédaction un récapitulatif de cette figure emblématique et de son influence durable sur la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, demeure une figure clé dans l'histoire de l'Afrique. Son rôle dans la lutte pour l'indépendance et son impact durable pour le développement du pays restent remarquables. Né en 1905 à Yamoussoukro, Houphouët-Boigny commence sa carrière comme médecin avant de se lancer en politique. En 1944, il est élu député à l'Assemblée nationale française où il plaide pour les droits des colonies africaines. Sa diplomatie et son pragmatisme sont cruciaux pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. En tant que premier président, il opte pour une transition pacifique, évitant les conflits violents et facilitant un passage en douceur vers l'autonomie. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique significative. Houphouët-Boigny investit dans l'agriculture, l'industrialisation et les infrastructures, transformant le pays en un modèle de prospérité en Afrique de l'Ouest. Les investissements dans l'éducation et la santé améliorent les conditions de vie des Ivoiriens, consolidant les bases du développement. Aujourd'hui, son héritage perdure. Les institutions créées sous son leadership, telles que l'Université de Cocody et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, continuent d'influencer positivement la Côte d'Ivoire. Malgré les défis politiques postérieurs à sa mort en 1993, les fondations qu'il a établies restent essentielles pour le développement et la stabilité du pays. L'impact de son leadership est toujours visible, démontrant l'importance de son rôle dans la construction d'une nation indépendante et prospère. Malgré les tensions au sein du gouvernement sud-africain, le président Cyril Ramaphosa continue de faire avancer son projet de loi pour une couverture santé universelle. Cette réforme vise à garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens en dépit des divisions politiques. Malgré les désaccords au sein du gouvernement de coalition sud-africain, le président Cyril Ramaphosa avance dans la mise en œuvre du projet de loi instaurant une couverture santé universelle. Signé par le chef d'État en mai dernier, juste avant les élections, le projet de loi se base sur une refonte majeure du système à deux vitesses de l'Afrique du Sud. Le ministre de la Santé a déclaré que la section du texte qui décrit les mécanismes de transition serait mise en œuvre immédiatement. Les partisans de ce projet parlent d'un changement générationnel visant à inverser les inégalités qui remontent à l'époque de l'apartheid, mais les grandes compagnies d'assurance maladie locale estiment que le modèle de financement proposé ne fonctionnera pas. L'un des opposants au projet de loi est le parti Alliance démocratique, qui dirigeait autrefois l'opposition, mais a désormais rejoint l'ANC dans un gouvernement de coalition. Le leader du parti a déclaré le mois dernier que le projet de loi continuait d'être un point de friction pour le nouveau gouvernement. Direction le Moyen-Orient, l'Iran et la Russie explorent les possibilités d'accélérer leur partenariat stratégique dans un contexte de relations internationales en pleine évolution. Ce rapprochement pourrait avoir des implications significatives sur la politique régionale et les équilibres géopolitiques, renforçant ainsi leur coopération dans divers domaines.
L'Iran et la Russie envisageraient d'accélérer leurs relations d'amitié, selon des responsables politiques qui ont assisté à une réunion à Téhéran mardi. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, dans un contexte d'hostilité croissante au Moyen-Orient. Dans un document fourni par le gouvernement iranien, Massoud Pezeshkian a qualifié la Russie d'ami et le délégué russe a insisté sur la nécessité d'accélérer la construction du corridor de transport nord-sud. Le nouveau président iranien a également évoqué le conflit à Gaza, décrivant l'assassinat du principal dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, comme une violation des lois internationales et menaçant Israël de représailles. Ces discussions interviennent alors que l'Occident s'efforce d'éviter une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas après la mort de militants alliés à l'Iran. La Commission européenne a également appelé au calme dans la région et un porte-parole a déclaré aux journalistes à Bruxelles que les responsables de l'UE continuaient à œuvrer pour apaiser les tensions. Nous le disions en titre, les cas de Covid-19 connaissent une forte hausse à l'échelle mondiale avec une recrudescence notable aux Jeux Olympiques de Paris. Cette situation inquiète les organisateurs et les autorités de la santé qui intensifient les mesures pour contenir la propagation tout en assurant la sécurité des athlètes et des spectateurs. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, les infections au Covid-19 sont en forte augmentation partout dans le monde. The virus is circulating in all countries. Data from our Sentinel-based systems across 84 countries reports that the percent of positive tests for SARS-CoV-2 has been rising over the last several weeks. Overall, test positivity is above 10%, but this fluctuates by region. In Europe, percent positivity is over 20%. L'Agence des Nations Unies pour la Santé avertit également que des variantes plus graves du coronavirus pourraient bientôt apparaître. Quant aux Jeux Olympiques de Paris, ils n'ont pas été épargnés par la reprise de l'épidémie. In recent months, regardless of the season, many countries have experienced surges of COVID-19, including at the Olympics. Currently, there are at least 40 athletes who have tested positive. L'OMS exhorte les gouvernements à renforcer leur campagne de vaccination, en veillant à ce que les groupes les plus à risque soient vaccinés au moins une fois tous les 12 mois. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à travers un micro-trottoir, nous avons sondé quelques jeunes ivoiriens pour découvrir comment ils perçoivent l'indépendance et quelles sont leurs contributions actuelles pour le développement du pays. Nous avons perçu notre indépendance depuis l'année 1960. Cette indépendance nous a permis aujourd'hui de pouvoir se développer à tous les niveaux. Nous pouvons dire que les jeunes sont beaucoup mis de l'avant sur les différents projets, les différents secteurs d'activité, notamment la mise en avant des jeunes par le président de la République. Il a voulu que cette jeunesse dynamique soit insérée socialement. Je vais faire d'indépendance à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. En tant que jeune Ivoirien, je ne pense pas que nous sommes réellement indépendants. Parce que si nous sommes réellement indépendants, il y a certaines décisions que nous devons prendre ici. Ces décisions ne doivent pas venir de l'extérieur. C'est-à-dire le colon qui nous a colonisés. En tant que jeune, pour moi, l'indépendance est sur papier. Nous ne sommes pas indépendants parce que tout ce que nous faisons, ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas de nous. Or, en tant qu'une personne indépendante, c'est-à-dire qu'il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il n'est pas empêché. C'est une autre façon de faire. C'est-à-dire une bonne éducation, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'éducation des jeunes. Si les jeunes vont à l'école, ils sont éduqués, je pense bien qu'ils peuvent lutter pour avoir leur indépendance propre. Nous poursuivons toujours avec le micro-trottoir en abordant à présent les défis économiques post-indépendance. Cette fois-ci, ce sont des réponses obtenues de la population ivoirienne en général après la question suivante. Quels sont les principaux défis économiques auxquels la Côte d'Ivoire fait face depuis son indépendance en 1960? J'entends par défi les enjeux économiques auxquels la Côte d'Ivoire être confronté pour résorber ce taux de chômage vraiment accru en Côte d'Ivoire. Le défi, c'est de créer des entreprises, aider la jeunesse à se prendre en charge. Pour arriver à cela, il faut motiver les jeunes à créer le capital, puisque l'investissement, c'est un acte de capital, de la création du capital. Si le jeune homme il crée son entreprise, lui, l'entreprise qu'il a créée là, il peut embaucher 30, 20, 50 jeunes. Donc cela peut résorber le taux du chômage. Mais il se trouve que
les jeunes gens qui sont en quête de travail, s'ils veulent investir, pour avoir le fonds, c'est tout à fait un problème. Donc c'est difficile d'investir. Nous, jeunes, là, on trouve nos moyens où? Puisque les banques nous refusent de nous donner des prêts pour investir. Bon, ça fait que la situation perdure. Je pense que les défis sont énormes. Dans la mesure où, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu cette volonté majeure, en général des pays africains, mais plus particulièrement de la Côte d'Ivoire, d'être indépendant en tant que tel à 100%. Puisqu'aujourd'hui, malgré l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous reconnaissons tous que nous dépendons toujours de l'Occident. Et plus particulièrement pour moi, je pense que c'est une indépendance masquée, puisqu'aujourd'hui, tout nous revient de l'Europe. Quelles que soient toutes les infrastructures, tous les ponts, tous les engins, je pense que toutes les machines, tout vient de l'Europe. Il faut que nous les Africains, nous apprenions à être vraiment indépendants, à créer, à être objectifs, à être beaucoup plus orientés sur, par exemple, la technologie chinoise ou japonaise, qui de rien sont devenus aujourd'hui 2 à 3 puissances au monde. Donc je pense que les pays africains, en général, doivent vraiment se mettre au travail dans tous les secteurs d'activité, dans la créativité, dans la recherche scientifique. Et je pense qu'après cela, l'Afrique se relèvera. Je vous remercie. Du sport pour refermer cette édition de l'actualité aux Jeux olympiques de Paris 2024. L'athlétisme américain a catapulté les États-Unis en tête du tableau des médailles grâce à leur victoire aux 1500 mètres masculins et 200 mètres féminins. Avec des performances remarquables, les États-Unis ont pris la tête du classement, dépassant la Chine, l'Australie et la France. Les États-Unis ont remporté 2 médailles d'or ce mardi en gagnant le 1500 mètres masculin et le 200 mètres féminin. Pour le moment, ils sont la nation la plus médaillée. La Grèce s'est également réjouie de la victoire de Miltiadis Tentoglou en saut en longueur, qui a permis au pays de remporter sa première médaille d'or de ces Jeux olympiques. Ce lundi, le comité olympique canadien a annoncé qu'il avait décidé d'exclure Reina Ryder, l'entraîneur d'André de Grasse et de Marcel Jacobs, des Jeux olympiques de Paris 2024. Il y a 3 jours, la Fédération internationale d'athlétisme avait pointé du doigt la présence de Reina Ryder, mis en cause en 2021 par l'US Center for Safe Sport pour comportement abusif envers une athlète de 18 ans. La Chine reste en tête du tableau des médailles avec les États-Unis, tandis que les Pays-Bas renforcent leur position dans le top 10 avec une médaille d'or en cyclisme sur piste masculin. Les Néerlandais conservent ainsi leur titre olympique dans cette discipline. Ils ont battu la Grande-Bretagne avec un nouveau record du monde, devenant la première nation à descendre sous la barre des 41 secondes. Le lutteur cubain Mirai Lopez entre lui dans l'histoire en remportant un 5e titre olympique consécutif. À 41 ans, il devient le premier athlète à conserver son titre olympique à 4 reprises. La journée de ce mardi a enfin été entachée côté grec par le contrôle positif au dopage de la perchiste Eleni Claudia Polak. Elle a été suspendue provisoirement. Elle attend désormais la suite de la procédure pour un nouveau contrôle antidopage. C'est ici que prend fin cette édition de l'actualité. Excellent 7 août à tous les Ivoiriens. Mirac TV+ vous souhaite que ce 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire vous apporte que des victoires. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, l'info continue sur MTV+, la télé qui transforme.